Avec vous pour le 10h midi, heureuse de vous retrouver pour débattre et commenter l'actualité avec aujourd'hui Judith Weintraub. Bonjour, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour. Arnaud Champremier Trigano, j'ai plus l'habitude. Voilà, ça fait tellement longtemps que vous n'êtes pas venu. Directeur de l'agence Faubourg, vous êtes communicant. Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte. Exact. Candidat à votre succession. C'est évident. Absolument. Et François. Pas une tête à pas me représenter. Non, ça c'est sûr. François Monboise, président de la FEVAD, c'est la Fédération européenne de la vente à distance. Nous allons parler évidemment des Balkany, la sortie de prison extrêmement médiatisée. Qu'en avez-vous pensé ? On en parle avec vous. 72% des Français ne veulent pas d'un duel Macron-Le Pen. Et vous ? Et puis Macron est-il vraiment écolo ? Il est à la montagne, on l'a vu, avec son petit blouson pour annoncer un certain nombre de mesures à 3 semaines des législatives. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. Petit tour de table. Commençons avec Arnaud. Champremier Trigano, c'est un coup de gueule ? Ah oui, on commence par les coups de gueule. On commence par les coups de gueule. Oui, alors c'est un coup de gueule effectivement sur le Larousse. Ouais. Je cherche en même temps ma. Ah bah alors si vous n'étiez pas prêt, vous les. Oui. Non, ça y est, je suis prêt. Larousse s'est fait épingler par une association féministe qui s'appelle, je crois, Pépites Sexistes. Le nom était pas mal, qui a découvert certaines définitions. Alors une présidente, c'est la femme d'un président dans la définition. Et alors la meilleure, c'est guerrière. Guerrière, c'est jeune fille ou jeune femme qui revendique avec agressivité et violence sa place dans la société, militante infatigable de la condition féminine. Voilà ce qu'est une guerrière. Il faut préciser la définition de guerrier. Parce que et guerrier, c'est homme qui fait la guerre. Ouais, évidemment. Voilà, donc ça fera plaisir aux combattants de Kurdes de voir la définition du Larousse. Bon. Et j'ai trouvé que c'était tellement énorme que ça méritait effectivement d'être François Monboise. Ma fille de 24 ans m'a hier dit qu'elle était scandalisée parce qu'elle a découvert dans le même dictionnaire que professionnel en familier, ça voulait dire prostituée. Bah oui, une professionnelle. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Bah oui, mais la boulangère ne fait pas le pain, la boulangère ils ont déjeuné à l'agneau, c'est la femme de Larousse. Pardon ? Ils ont déjeuné à l'agneau, enfin c'est complètement aberrant. Bah ouais, non mais ils sont peut-être pas remis, ils ont peut-être pas le temps de remettre tout au goût du jour. Donc Larousse, si vous nous écoutez, il va falloir faire un petit. Je pense que là il commence à avoir les oreilles qui sifflent et toilettage. Jacques Miard, c'est un coup de cœur, un coup de gueule. Effectivement, un grand coup de gueule pour les amateurs. Je suis venu avec un objet contendant. C'est effectivement, comme vous le voyez, le rapport, l'étude d'impact sur les retraites. Voilà à quoi ça ressemble. Je montre bien le. Ouais. Donc pour des amateurs comme l'amateur en chef, je doute qu'il y en ait quelques-uns qui l'aient lu. Donc ça peut être extrêmement dangereux parce que si vous tapez ça sur la tête de l'adversaire politique, il est mort. Hein. Presque 1 kilo, je pense. Pardon ? À vue de nez, c'est presque 1 kilo. Oui, non mais c'est dingue. Je l'ai pris parce que je trouve que ça en dit long sur ce qu'est véritablement l'étude d'impact. C'est impossible à assimiler. Le Conseil d'État l'a dit. Moi, je me souviens que l'étude d'impact... 1023 pages. Voilà. Je me souviens très clairement que pour la loi Duflot, il y avait une étude d'impact de 360 pages. Et comme ce sont des lois très complexes, celle-ci l'est aussi encore davantage, j'ai passé un été entier à décortiquer l'étude d'impact. Donc ça, on voit très bien que c'est impossible et ça montre le ridicule de ce débat parlementaire. C'est fait pour, oui, ça doit être ça, Judith. Mais il y a un moment, les Français en ont marre, justement, de se faire avoir. Je pense que le Conseil d'État en a marre, et il l'a dit d'ailleurs. Oui, il l'a dit, mais voilà, je vous tenais à montrer... C'est vrai que c'est très bien, on ne l'avait jamais vu, donc voilà, et donc ça, vous tapez sur l'adversaire politique, si jamais ça vole à travers l'hémicycle, il va y avoir des morts. C'est vrai que c'est impressionnant, hein. Impressionnant. François Monboise ? J'avais prévu un coup de cœur pour le chômage qui baisse quand même, parce qu'on en parle à peine. Oui, c'est vrai. Je vous laisse imaginer s'il avait monté. Je trouve que ce qui me frappe, moi, c'est qu'il y a vraiment un divorce entre les chiffres globaux de la France qui sont plutôt bons et le moral des gens qui est épouvantable. C'est-à-dire que le chômage, je l'ai vu, a baissé dans la préoccupation des gens pendant très longtemps. C'est la préoccupation numéro un. Au moment de la quinquennat d'Hollande. C'est l'écologie, la sécurité, c'est la santé, c'est la pouvoir santé d'achat. et l'écologie. Le chômage est très loin, comme si les Français avaient assimilé que le chômage, ça y est, maintenant c'est fait. Et surtout, moi, je le vois avec nos auditeurs, c'est qu'ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas à la baisse du chômage. En réalité, il faut regarder l'étude de près. En 2019, et c'est les statistiques aujourd'hui, le gouvernement... Il y a une amélioration, ça, je ne vais pas le nier, et tant mieux. Mais ce qui est certain, c'est que c'est la croissance de 2018 qui est en train de tomber en 2019. Et donc, on risque d'avoir un retour de bâton dès 2020 sur les chiffres du chômage. Deuxièmement, il y a un certain nombre... vous savez qu'on a dit il y a trop de CDD. Et il y a certains CDI de mission
qui modifie un peu les statistiques. C'est la raison pour laquelle, et ça c'est la loi qui a fait voter Hollande, c'est-à-dire que vous êtes à partir du moment où vous avez une mission qui en réalité juridiquement va se terminer à un moment, mais qui est considérée comme un CDI. Et donc il y a plus de CDI, c'est vrai, mais on risque d'avoir véritablement un ressac très rapidement, malheureusement, sur les chiffres du chômage. Il y a une légère amélioration. Plus d'emplois industriels créés. Légèrement plus. Légèrement plus. Oui. Légèrement plus. Il faut savoir se réjouir des bonnes nouvelles bien sûr, suffisamment rares pour ne pas les bouder. Mais quand on regarde l'analyse, il faut être très prudent. Oui, et combien de nouveaux au RSA nous dit un auditeur ? Parce qu'il y a ceux qui disent qu'il y a aussi un effet des chômeurs radiés, etc. Donc est-ce que ça compte à ce point dans les chiffres ? Parce que c'est vrai que ça a toujours été, je dirais, véritablement la volonté d'éviter les fraudes, ça a toujours été. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe entre ce que disent les Français et puis ce pays qui est... C'est le ressenti, c'est comme les températures. C'est le ressenti. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un sondage du Pew, vous savez, Pew ou PEW, ils font des sondages avec la même question dans tous les pays du monde. Et sur la question, est-ce que vous pensez que 2020 sera mieux que 2019 ? La France est le record du monde de pessimistes. Il n'y a qu'un quart des gens qui disent oui. Et le deuxième plus pessimiste, il est à 40%. Donc ça monte. Les Chinois, c'était avant le virus, c'était à 86%. Donc on a vraiment un peuple, on est pessimiste. Quoi. Parce que la crise s'est enquistée. Non, mais c'est la crise qu'en France, c'est quand même bizarre. Oui, mais écoutez, quel est le pays en Occident, en Europe, etc., qui a subi les gilets jaunes, les grèves, il n'y a rien. C'est vrai. On a le record du monde de ce côté-là. On est plus pessimiste que l'Afghanistan, que la Syrie, que l'Irak. C'est quand même... c'est fort. Il y a une chose spécifique. Malheureusement, ils se sont accoutumés à la guerre, là-bas. Voilà. Bon. Judith ? Oui, il y a aussi un brouillage de communication. Pour Emmanuel Macron obtient des résultats sur le plan économique qu'il gâche, qu'il occulte complètement. Par des bêtises, des bourdes, des erreurs, et puis par le blocage sur la réforme des retraites qui donne l'impression que rien ne fonctionne, qu'on est gouverné par des incompétents. Oui, donc des amateurs. Des amateurs. Voilà. Il aurait dû citer le mot de Churchill, vous savez, qui disait « Nous sommes des amateurs, voilà pourquoi nous devons le faire comme des professionnels ». Et là, visiblement, il ne connaissait pas ça. Il y a un auditeur qui dit une chose intéressante aussi, c'est les salariés précaires, en particulier tout ce qui est auto-entrepreneur. Il y a quand même ce phénomène dont on parle assez peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez être embauché, on vous propose de devenir auto-entrepreneur. Donc, dans ce cas-là, vous n'êtes plus chômeur. Il y a une très forte création d'entreprises unipersonnelles. Oui, et combien c'est ça énorme. Les activités, les secteurs d'activité, c'est le cas de la communication. Oui, il y a quasiment plus d'embauches et tout le monde, que ce soit les directeurs artistiques, les réalisateurs, les monteurs, tout le monde est auto-entrepreneur. Mais à force d'avoir un code du travail qui se veut tellement corseté, tellement complet, qu'il décourage l'embauche, on a ça. C'est le produit de la législation française aujourd'hui en termes de d'investissement. Et ça, c'est un problème réel. Là n'excluant pas l'autre. Mais même dans la restauration, dans tous les secteurs, aujourd'hui, l'auto-entrepreneuriat est le contrat. Moi, je reviens, parce que je le vois en tant que chef d'entreprise, je reviens sur ce qui a été dit sur le pessimisme. Embaucher en CDD et à fortiori en CDI, c'est prendre un pari optimiste qu'on aura des clients l'année prochaine. Comme on est les entrepreneurs, comme tout le pays, dans un pessimisme ambiant où on se dit ça n'ira pas, ça freine aussi énormément l'embauche, quoi. Et parce que c'est le carnet de commandes c'est pas le code du travail qui détermine l'embauche ou pas. C'est le carnet de commandes c'est le carnet de commandes qui fait la différence. Oui, mais qui fait que vous ne pourrez pas licencier si vous êtes en difficulté dans un an. Donc c'est quand même le code du travail qui fait qu'il n'y a pas de souplesse aujourd'hui. La première angoisse, c'est est-ce que j'aurai de quoi payer avant de se dire est-ce que j'aurai de quoi licencier. Or, on n'est pas sûr de pouvoir payer parce qu'on n'est pas sûr du chiffre qu'on fera l'année d'après. Et c'est donc le pessimisme qui domine, en fait, qui est le frein le plus fort. C'est ça que c'est corroboré par la baisse de la croissance de 2019 et celle de 2020. Julie, t'as raison. Et la pandémie ne va rien améliorer. Genre des plombiers, ils vous proposent de le faire autant qu'auto-entrepreneur, parce que sinon le plombier me dit il faut que je calcule le nombre d'heures par jour où mes gars sont à 4 pattes. C'est les excès de la pénibilité sur des petits métiers comme ça. Judith, votre coup de gueule ? Mon coup de gueule, c'est contre la fermeture de Fessenheim.
centrale nucléaire, qui certes faisait partie des promesses du candidat Macron, mais que je trouve une aberration au moment où le président Macron prend un virage vert. Il faudrait choisir une fois pour toutes. Ou, comme le dit Emmanuel Macron dans l'interview du Dauphiné libéré hier, nous avons une chance historique, c'est le nucléaire. Moi, j'en suis convaincue. Lui a l'air convaincu au moment où il le dit au Dauphiné libéré. Et en même temps, il nous ferme Fessenheim, dont l'autorité de sûreté nucléaire nous dit que c'est la centrale la plus sûre de France. Arnaud, Champ-Premier Trigano, vous non, je trouve ça assez dogmatique parce que je fais pas un débat sur le nucléaire. Je parle juste de Fessenheim. Fessenheim doit être fermée depuis 20 ans et c'est repoussé parce que quand elle a été construite pour 30 ans. Ça a été repoussé à 40, on va arriver à 50. Une question de brevet. Il y a eu des millions et des millions de travaux. Mais aujourd'hui, d'adaptation. Ce qui est expliqué aujourd'hui, c'est que si on doit la remettre aux normes et la réadapter, ça va coûter plus cher. C'est faux. Non, excusez-moi, ça vient d'EDF. Non, c'est pas ce que dit l'ASN. C'est pas ce que dit l'ASN. C'est ce que dit EDF. Non. Si. L'autorité de sûreté nucléaire, c'est les gens qui surveillent toutes les centrales. Et donc, il y a un paradoxe. Il y a une contradiction. Et allez savoir, j'ai pas fini, c'est peut-être à cause de cette contradiction que quand on interroge les Français pour savoir si Emmanuel Macron est crédible ou pas en matière d'écologie, ils disent non. 2 Français sur 3 disent non, l'exécutif n'est pas crédible. C'est le point faible du en même temps. C'est vrai quand ils avaient l'hélicoptère écolo au gouvernement, c'était pas plus crédible non plus. Alors, moi je voulais vous faire, on va en reparler de l'écologie et d'Emmanuel Macron. Moi je voulais vous faire réagir, on n'en a pas trop parlé de ces militants écologistes, on en a un petit peu parlé, qui ont organisé une action coup de poing au sein du siège parisien de la société BlackRock, qui est société de fonds de pension américain. Les murs des locaux ont été couverts de tags, on a vu les bureaux dévastés. Et je voulais vous faire écouter la réaction de François Ruffin ce matin chez Sonia Mabrouk et d'Adrien Quatennens qui était sur Sud Radio. La violence, là, il s'agit de taille. Est-ce que vous trouvez ça normal, puisque vous me demandez si je trouve... Est-ce que vous trouvez ça normal, des actions d'envahissement, d'occupation de sièges comme celui de BlackRock ? Ce que je vois, pourquoi vous ne me répondez pas ? Je vous réponds. Vous ne me laissez pas vous répondre. Je vous réponds que ce que je vois, c'est que la violence dont vous témoignez là, c'est-à-dire les tags, sont immédiatement sanctionnés avec des mises en examen, tandis que quand BlackRock participe à la délocalisation de Whirlpool et de Goodyear sur Amiens et que ça fait des suicides derrière, il n'y a pas une seule mise en examen, il n'y a même pas une opposition du gouvernement à ce mouvement. Donc Adrien Quatennens, donc il ne condamne pas, il estime que ce sont des tags. Et ce matin, Adrien Quatennens sur Sud Radio disait condamner, c'est on a l'impression qu'on écrit notre texte à notre place. Quelle efficacité politique ça aurait simplement que je répète la phrase que vous me suggérez de répéter? Ah non, mais moi je vous suggère rien du tout. Mais quand je vous dis que je suis opposé à la violence en politique, ça mérite d'être très clair. Je crois que c'est limpide, non? Mais en réalité, vous dites pas que vous vous opposez, vous dites que vous n'êtes pas partisan. C'est pas la même chose. Oui, je ne suis pas d'accord, si vous préférez, avec le fait qu'on utilise la violence. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand une permanence parlementaire ou quand le domicile du président de l'Assemblée nationale fait l'objet d'une tentative d'incendie, on n'attend pas qu'on nous le suggère pour condamner. Mais ils ont du mal à condamner en disant ce ne sont que des tags, c'est pas grave. Oui, ça fait longtemps qu'on voit ce phénomène d'incitation à la violence de la part de la France insoumise. Vous auriez pu aussi nous faire entendre le commentaire de Julien Bayou, porte-parole de LV et Europe Écologie Les Verts, parce que les gens qui ont fait ça, qui ont dégradé BlackRock, se réclament de l'écologie. Donc ça prouve qu'une partie de l'écologie est en train de continuer sa dérive vers la violence politique hors du champ démocratique. Arnaud, Champ-Premier Trigano. Écoutez, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, dès qu'il y a un siège qui est attaqué, qui est dégradé, qui est tagué ou un meuble qui est cassé, il faut condamner. Bon, ce qu'explique la France insoumise ou les écolos ou la gauche en général, c'est qu'effectivement la violence, elle est des deux côtés et que celui qui perd son emploi... C'est avec ça qu'on peut ne pas être d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, mais... entre la violence... Vous mettez sur le même pied la violence physique et la violence... d'être licencié, de perdre son boulot et de ne pas retrouver de travail et d'être viré du jour au lendemain comme ça, bien sûr. Franchement. Donc la violence physique, donc c'est une justification à la violence physique. Là, c'est des tags. Mais c'est pas une justification, c'est que la violence, c'est des bureaux qui ont été totalement dévastés. Oui, d'accord, c'est des bureaux cassés, mais c'est pas des vies brisées. Enfin, attendez, moi je fais juste. Oui, je suis d'accord, mais quand vous êtes viré, vous allez buter votre patron. Mais non, ils vont buter personne. Il n'y a pas de mort. Je caricature à l'extrême. Non, mais ça, je caricature à l'extrême. Mais je vais péter la gueule de mon patron. Moi, je vais vous dire, les gens virés,
quand il y a des plans comme ça de licenciement massifs dans des régions qui sont désertées, ça meurt de cancer, ça meurt de suicide, ça meurt. Moi je le sais, je l'ai vu parce que j'ai fait à un moment donné la tournée des usines en grève. C'est pas la question. J'ai fait une minute de silence à chaque fois que je me déplaçais. La question est-ce que ça légitime la violence physique? Mais ça légitime pas, ça explique que la violence est des deux côtés et qu'à un moment donné on ne demande qu'à condamner une chose. Quand je vous dis qu'il meurt, c'est pas un effet de style. C'est-à-dire que faites les usines en grève, vous ferez une minute de silence à chaque fois que vous imiterez les pieds. Moi j'ai pas compris pourquoi on nous faisait faire une minute de silence chaque fois. Et au bout d'un moment, un mec m'a dit bah ouais parce qu'en fait les cancers se développent, les mecs sont dépressifs, il y a des suicides, des divorces, les enfants se battent. C'est des situations tragiques. Alors qu'après, au bout d'un moment, les mecs aillent prendre un siège. Mais là, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est que BlackRock, ils ont viré personne pour l'instant. C'est pas ça la question. Là, on parle de violence. La violence. Jamais on a entendu la violence d'un licenciement à condamner. Enfin, si oui, si, à Longwy. Bah si, France Télécom. Enfin, il y a eu un procès. On en a parlé assez longuement. C'est un peu l'exception. Non, mais quand même, moi je serais quand même. Il faut quand même pondérer des choses, parce que bien sûr personne va dire bravo, vous avez cassé, vous avez. Non, moi je défends pas ça. Mais il existe malheureusement une violence dans ce pays. Non seulement parce qu'il y a une violence économique et quand on met à la porte des centaines de personnes, ils se retrouvent dans l'impasse et se posent des questions et ne retrouvent pas, vous avez 55 ans du travail. Donc je crois qu'il faut aussi prendre en compte cela parce qu'il existe des violences physiques qu'on ne va pas véritablement absoudre, mais il existe aussi des violences économiques, sociologiques qui créent et qui mettent des gens dans l'impasse. Donc il faut quand même faire attention à ça. Et bien sûr, il s'agit de trouver des conditions à nouveau d'un consensus social qui n'existe plus dans ce pays. Allez, on y revient dans un instant et on va parler évidemment de la libération de Patrick Balkany. Libération, je le rappelle, temporaire. Hein. Il a été libéré pour raison de santé, mais il peut y retourner en prison. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Alors on va changer de sujet. Patrick Balkany est sorti de prison après 5 mois de détention. Il a été placé sous contrôle judiciaire. La cour d'appel a ordonné sa remise en liberté pour des raisons de santé lors d'une audience en urgence. Et hier soir, moi j'avoue que j'ai un coup de gueule sur le cirque médiatique autour de cette libération. Je vous propose d'écouter Yves Tréhard qui résume très bien. C'était hier soir sur LCI et qui résume assez bien Yves Tréhard du Figaro. Yves Tréhard, directeur de la rédaction. Non, il est quoi? Il est rédacteur en chef. Journaliste au Figaro. Écoutez. Je trouve ça obscène, cette espèce de poursuite de Patrick Balkany qui a duré toute l'après-midi sur tous les médias. On a l'impression que c'est Jacques Chirac qui vient d'être élu président de la République. Obscène, ça n'a rien à voir. C'est un mot précis. Obscène, c'est ce qu'on ne doit pas montrer sur scène, justement. Qu'il aille retrouver ses chiens, qu'il aille à Giverny. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Voilà, donc j'avoue moi que hier, voir les chaînes d'infos en breaking news en permanence là-dessus, ce matin j'allume la télé, je tombe sur une envoyée spéciale à Giverny. Est-ce qu'il est sorti de son jardin? Non, mais on a entendu les chiens aboyer. J'avoue qu'on a atteint quand même le sommet du ridicule. Le propos, c'est que le thème du jour, c'est est-ce qu'on n'en a pas trop fait? Voilà, les chaînes d'infos, c'est est-ce qu'on n'en fait pas trop? Ça permet d'alimenter une deuxième journée. Non, mais c'est... blague à part, c'est vrai que le choix des chaînes d'infos peut être discuté. Et discutable. Il reste que si Isabelle Balkany n'avait pas fait le battage médiatique qu'elle a fait autour de l'état de santé de Patrick Balkany, aurait-il été libéré au bout de la 3e demande de remise en liberté pour raison de santé? Je n'en suis pas sûre. Si, je pense qu'il est... apparemment, il est quand même très malade. Oui, mais ça fait un moment qu'il est très malade. Il a subi plusieurs opérations. Donc c'est sûr que c'est un show à deux. Il y a des caméras, mais il y a des gens qui font le spectacle. Jacques Miard, vous avez vu ces images? On sait très bien que depuis le début, ils ont joué, je dirais, la défense médiatique, et que ces défenses médiatiques, la justice n'a pas aimé. D'ailleurs, son avocat lui avait dit en disant « Arrêtez de critiquer les juges comme ça et de jouer les bravaches, parce que ça va mal se terminer ». Donc c'est vrai que ça a été véritablement un poker menteur de sa part, et non pas menteur sur véritablement son état de santé, mais sur, je dirais, la volonté de faire plier la justice, et que ça s'est retourné contre eux. Oui. François Monboisse? Oui, moi j'ai arrêté de regarder aussi parce que je trouvais qu'on en faisait beaucoup. Le problème des chaînes d'infos, c'est qu'elles sont 3 ou 4.
Oui, il y a la concurrence. Si l'envoyé spécial dit attendez, il faut y aller parce qu'il y a les 2 autres ou les 3 autres qui sont là, ils se tiennent tous par la barbichette sans rester. Mais je suis d'accord que c'est un peu indécent de les poursuivre comme ça, Balkany. Il y a une chose intéressante que je voulais dire, c'est que hier, ça m'a beaucoup surpris, j'ai vu sur Twitter en TT, comme on dit, ça, dans les thèmes, Tariq Ramadan. Et qu'est-ce que disaient les gens? Que Tariq Ramadan, lui, qui n'avait pas été condamné, qui est toujours présumé innocent, il n'a pas été libéré pour raison de santé, malgré sa sclérose en plaques. Et le ton des tweets était très jaloux et agressif. Par exemple, Balkany, lui, il a été condamné, il est libéré. Il n'est pas encore condamné. Il a été condamné en première instance. Il a été condamné avec incarcération. Mais il est quand même présumé innocent. Il n'est pas encore. C'est pas définitif. Oui, effectivement. Arnaud, Champ-Premier Trigano, vous qui êtes communicant. Oui, on est en plein dedans. Non, mais c'est un traitement showbiz, quoi. C'est aussi absurde que l'enterrement de Johnny Hallyday. Est-ce que Laetitia est sortie? Est-ce qu'elle a dit bonjour à machin? Donc on est vraiment sur un spectacle. Il faut comprendre que les chaînes info sont des chaînes de spectacle. Qui racontent des petites histoires liées à l'actualité tous les jours, qu'il faut une actualité par jour. Si possible, anxiogène, parce que c'est beaucoup plus captif, parce que tous les mammifères face au danger sont paralysés comme ça et tétanisés, donc regardent, ils n'arrivent plus à décrocher. Donc, joue sur ces ressorts-là. Et là, on est dedans. Ajoutons à ça, effectivement, la concurrence entre les chaînes info qui fait quand il y en a une qui trouve un créneau, les autres sont obligés de s'aligner. Et on a 24 heures de Balkany. C'était effectivement les caméras qui suivent, la poursuite. Mais Isabelle Balkany elle-même a fait le show. Elle est arrivée 1 heure avant, téléphonant parce devant. Parce que c'est des gens de showbiz. C'est comme Bernard Tapie. À un moment donné, on ne savait plus s'il faisait de la politique, du sport, du spectacle, de la chanson, du théâtre. Voilà, les Balkany, ils sont un peu là-dedans maintenant. C'est des personnalités. En précisant que pour Tapie, lui expliquait qu'il voulait rendre son procès public parce qu'il estimait ne pas être traité de façon équitable et que ça lui a profité puisqu'il a forcé Éric de Montgolfier, qui était à l'époque le procureur, à développer lui aussi ses arguments à l'extérieur du prétoire. Je pensais au Tapie des années 90 qui arrivait dans le même JT à être dans la rubrique sport, politique et judiciaire. Ça s'appelle la polyvalence. 0826 300 300. Est-ce que vous trouvez qu'on en a trop fait sur Patrick Balkany et puis sa libération également? Qu'en pensez-vous? On vous attend sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio et nous commentons l'actualité avec aujourd'hui François Monboise, président de la FEVAD, Jacques Miarmer, LR de Maison Lafitte, Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine et Arnaud Champ-Premier Trigano, directeur de l'agence Faubourg. On a Mathieu en ligne qui nous appelle et vous nous appelez de Levallois. Nous parlions évidemment de la libération de Patrick Balkany pour raison de santé, de la remise en liberté hier du maire de Levallois. On vous écoute. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous. Oui, de Levallois, en fait, j'ai déménagé maintenant, j'habite à Paris depuis 1 an, mais j'habitais 10 ans à Levallois. Et donc, moi, Balkany, c'est pas ma tasse de thé comme personnage et comme façon de parler, d'être et d'agir, mais je reconnais en tant que maire que je me sentais plus en sécurité dans une ville propre et bien entretenue que depuis que j'habite à Paris. Je vois la différence. La façon dont Hidalgo gère Paris, c'est pas la même que la façon dont on est géré Levallois par Balkany. Pour sa sortie de prison, je trouve que Balkany, il en fait trop. Il en a toujours trop fait. Là, pour sa sortie de prison, je peux pas l'accabler parce que je trouve que les images parlent d'elles-mêmes et effectivement, son état de santé et ce qu'on a vu de lui à la sortie de prison montre que c'est un monsieur de 71 ans qui n'a plus la santé nécessaire. Donc, ça me choque pas plus que ça. Moi, la sortie de prison, moi, c'est toujours un petit peu un débat, mais je trouve que j'aimerais mieux que les médias s'occupent et nous parlent de la sortie de prison qui va avoir lieu entre maintenant et 2021 sur les 107 personnes qui vont être libérées, qui sont liées à des combattants qui sont partis en Syrie ou en Irak ou qui ont été signalés pour radicalisation. Ça m'inquiète beaucoup plus que la sortie de monsieur Balkany. Merci de votre témoignage, merci beaucoup. Je pense que maintenant il va faire profil bas, non? Plutôt Balkany, il va pas... Enfin, cela dit, il a accordé une interview à Pascal Pro ce matin. Donc, je suis pas sûr qu'il va faire profil bas, non, pas le genre. Je pense qu'il va quand même essayer de jouer un rôle dans la campagne. Mais il peut, je sais pas, mais il peut retourner en prison. En tout cas, ça c'est une chose si sa santé s'améliore. Allez, on va changer de sujet. Parlons des
Emmanuel Macron qui donc est arrivé en Haute-Savoie ce mercredi soir. Il a choisi de se rendre là-bas pour réinvestir, se repositionner par rapport à l'écologie, à la protection de l'environnement. C'est vrai qu'il a dit que les priorités de la fin de son quinquennat, ce sera le régalien et l'écologie. Est-ce que c'est un tournant vert? Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'encore une fois c'est de la com, de l'affichage? Vous avez commencé à amorcer la réponse, Judith Weintraub, avec votre coup de gueule. Grosse ficelle de com? Très grosse ficelle de con. Le problème d'Emmanuel... C'est une ficelle de rappel, alors. Oui, c'est une corde de rappel. Franchement, organiser tout ce battage pour faire la promotion d'un arrêté municipal qui va coller des amendes lourdes à qui balancera des détritus dans la Vallée Blanche, c'est quand même beaucoup. Ouais. Le problème de Macron, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la contradiction. Il est pour le libre-échange, pour la croissance, et il considère qu'une écologie qui se respecte doit s'inscrire dans ce cadre-là, mais qu'il l'assume, qu'il n'aille pas chercher Nicolas Hulot au début de son quinquennat, qu'il ne commence pas par dérouler le tapis rouge à Greta Thunberg avant de trouver qu'elle charrie un peu, et ça n'arrête pas. C'est du en même temps. Oui, mais ça marche pas. Je citais tout à l'heure le sondage est là, 2 Français sur 3, l'exécutif n'est pas convaincant en matière écologique, il n'est même pas compétent. Ouais, tant mieux s'il prend des bonnes mesures pour protéger le site du Mont Blanc, qui est très abîmé, a dit l'écologiste Yannick Jadot, mais on peut sourire du fait que le président convoque ses comités de défense écologique quelques semaines avant une échéance électorale, en l'occurrence. Mais non, c'est fortuit, voyons. Vous avez mauvais esprit, Valérie. Non, en réalité, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement les imbécilités d'un certain nombre de crétins qui emmènent sur le Mont Blanc tout un tas de saloperies. Je vous rappelle que l'une des dernières, lorsque Greenpeace avait joué les durs, était monté sur le Mont Blanc pour je ne sais quoi faire, hisser un drapeau, il a fallu envoyer les gendarmes parce qu'ils étaient plus capables de descendre. Bon, et donc là, effectivement, on a encore ces gens-là qui vont y mettre des radeaux ou des trucs, ça c'est inacceptable. En revanche, il devrait se faire sortir des archives de la ville de Chamonix les esturages. Et là, il comprendrait qu'en réalité... je vais vous le dire ce que c'est. C'est qu'il faut savoir que là où il y a des glaces aujourd'hui, c'est-à-dire la Vallée Blanche, il y a des contrats de pâturage du XIIe et XIIIe siècle, ce qui montre très clairement qu'il y avait à l'époque un réchauffement climatique. Et on est en plein délire aujourd'hui. Et le Groenland s'appelle le Groenland parce que... Et donc, ce qui est dramatique, c'est les effets de panure dans cette société, où tout d'un coup, ça part d'un côté, et il y a véritablement des raisons à ce réchauffement climatique qui n'ont rien à voir avec l'homme et qui sont des problèmes solaires. Et donc, tant qu'on n'aura pas véritablement, parce que moi j'ai rencontré pas mal de physiciens qui disent ça délire. Bien sûr que le CO que vous respirez, là, vous allez vous faire il y a véritablement des phénomènes qui sont des phénomènes cycliques qu'on a eu véritablement dans ce pays entre le Xe siècle et le XIVe siècle, et dans lequel il y avait déjà un réchauffement climatique. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je demande. Je suis sceptique, c'est tout. Et je vais rajouter une chose, c'est que il fut un temps, rapidement, c'est qu'on m'avait envoyé au PNUE en 84 pour combattre les Américains qui voulaient interdire le CFC dans les aérosols. Hein? Et donc, on leur a fait la guerre. Les Anglais étaient même avec nous, c'est tout dire. Et on s'est aperçu ensuite qu'en réalité, le CFC, c'était le brevet de Dupont de Nemours qui tombait dans le domaine public. Donc, ils voulaient interdire véritablement aux entreprises européennes et françaises d'utiliser ça dans les aérosols. Donc, c'est une histoire financière. Donc, il faut quand même regarder. Et on nous disait à l'époque, on va griller parce qu'il y a des trous d'ozone. Mais là, vous répondez à côté du... non, je ne réponds pas. Je dis aujourd'hui qu'on se fout de la gueule du monde sur les causes réelles d'un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un candidat peut, ou un parti politique peut faire l'économie de parler d'écologie? Mais qu'il en parle bien, qu'il en parle sur les vrais enjeux. Quels sont les vrais enjeux? Par exemple, développer l'hydrogène, dont Emmanuel Macron parle en incident. Par exemple, ne pas fermer Fessenheim. François Monboise. Le souci avec les problèmes écologiques, c'est qu'il y a effectivement des tas de choses différentes. Il y a une aspiration de plus en plus de gens de rouler à vélo, par exemple. Ce qui, dans les villes, est quelque chose de sérieux. C'est pas facile de faire cohabiter les deux. Et ça, c'est un vrai sujet. Il y a le souci des gens de manger plus sain, des produits plus naturels, etc., ce qui est très bien. Mais il y a à côté de ça, comme avait dit Arnaud Champremier tout à l'heure, sur la peur chez les mammifères, il y a beaucoup de sujets écologiques qui sont mus par la peur.
La peur du nucléaire, la peur du glyphosate, la peur des OGM. On est les seuls continents du monde à être contre les OGM, ce qui est une aberration. Et donc, on est dans l'affichage et la communication. Quand le gouvernement Emmanuel Macron prend des mesures, on ne sait pas bien quelles vont être les mesures. On est dans la démagogie. C'est-à-dire que la phrase qu'a citée Judith tout à l'heure sur le nucléaire est une partie importante pour le réchauffement, il a ajouté juste après, mais nous devons le réduire. Personne ne sait pourquoi on réduit le nucléaire. C'est un accord électoral entre Cécile Duflot et Martine Aubry en 2011. Et on tient ça. Arnaud, les 50%. Premier Trigano, vous connaissez bien le sujet aussi. Bon, moi je veux bien entendre que ça répond à des cycles de refroidissement ou de réchauffement de la planète. Ça ne change pas le problème. Au Xe siècle, du Xe au XIVe siècle, il y a eu des grandes famines et on n'était que 500 millions de... Et la peste surtout, cher ami. Oui. 2-3 fois. Des famines liées au climat. Et oui, la peste liée au climat. Non, c'est ce que je vous dis. Écoutez-moi, il y avait des famines liées au climat. Vous entendez? Oui, il y en a eu aussi quelques-unes. Donc, et on était 500 millions. Et aujourd'hui, elles sont liées aux guerres. 500 millions. Et nous allons être 10 milliards d'ici la fin du siècle. Et donc, la question du changement climatique, qu'elle soit liée à l'homme ou pas, doit être anticipée. Oui, il y a un dérèglement. Donc, il n'y a pas d'affolement inutile. Il ne faut pas dire que les gens s'excitent comme des moutons de panurge. Non, mais laissez-moi terminer. D'accord. Donc, à un moment donné, il faut que le politique soit en capacité d'anticiper ces problèmes qui viennent et qui sont imminents. Et les rapports qu'on a d'anticipation des transformations climatiques sont assez inquiétants et sont tous en deçà de ce qu'on voit, puisque ça fait à peu près une vingtaine d'années moi que je les suis. Je vois qu'à chaque fois, effectivement, ils sont revus à la hausse d'année en année parce que ça va plus vite que prévu. Donc ça arrive rapidement. On va avoir des transformations climatiques rapides, massives. Il faut voir comment on en réduit, nous, l'impact par l'activité humaine. Je pense qu'effectivement, c'est pas l'essentiel. Voilà. Merci. C'est peut-être pas l'essentiel. Il faut quand même faire cet effort, mais c'est pas l'essentiel. Mais il faut faire cet effort. Il faut le faire sérieusement. Et la France, et c'est bien pour ça que il est pas crédible, Macron actuellement. La France ne respecte pas les engagements de la France pour la COP21. Bah ouais, on les tient pas. Donc c'est difficile de faire la morale au monde entier. Donc il y a de l'affichage. Il y a de l'affichage. On ne les tient pas et on n'anticipe pas. C'est-à-dire qu'on ne prépare pas le terrain. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on continue à construire sur des zones dont on sait qu'elles vont être inondées. Voilà. C'est-à-dire que le Havre, c'est quand même la ville du Premier ministre. Il y a une augmentation des eaux d'à peu près 1 mètre dans les 20 ans à venir. Il va y avoir l'augmentation des eaux. Le Havre, c'est au ras de la mer. Quand ça monte d'1 mètre, c'est toute la ville qui est sous la flotte. Vous y mettez votre tête sur ce que vous venez de dire. C'est toute la ville qui est sous la flotte. Vous y mettez votre tête sur ce que vous venez de dire. Je ne sais pas où les marins graphes montrent que le niveau de la mer ne bouge pratiquement pas. Donc il faut le savoir. Il y a des effets. Si on en est là, mais non, on n'en est pas. Si on en est là dans le sur les marins graphes. Allez sur les marins graphes et vous verrez qu'il y a des problèmes tectoniques et qu'il y a problème, par exemple, aux Maldives ou ailleurs. C'est le sol qui s'enfonce, ce qui est tout à fait différent. Donc on est en train de tout mélanger. Tout va l'eau ne monte pas, le pays n'est pas en train de disparaître. Écoutez-moi, ce que vous dites est partiellement faux. Les marins graphes, quand vous allez voir les marins graphes, vous vous apercevez que le niveau de la mer est quasi stable à 1 millimètre près. Je voudrais qu'on revienne au débat politique. C'est-à-dire qu'on peut parler du fond, effectivement, mais il est là quand même. Il est là, oui, il est là. Sauf qu'aujourd'hui, les écologistes sont en train de monter dans les intentions de vote au municipal. Ça veut dire qu'il y a quand même une préoccupation politique. Toutes les théories apocalyptiques de ces dernières années n'ont jamais marché. Alors, ça marche électoralement. Voilà. On a Michel en ligne avec nous. Bonjour Michel, vous vouliez réagir? Bonjour. Oui, je voulais réagir et féliciter l'intervenant dont je n'ai pas Monsieur le nom. Jacques Miard. Voilà, qui a bien précisé que de tout temps il y avait eu des glaciations, des réchauffements et que ça fait partie du cycle normal de l'évolution de l'univers et de la Terre, donc qui est un infime microbe au milieu de l'univers. Je pense réellement, moi, que l'écologie dont on devrait parler, et c'est celle qui concerne le Mont Blanc, quand on me parle de casseroles et de boîtes de bière qui sont sur le Mont Blanc, c'est tout simplement l'irrespect d'une quantité énorme de gens qui ne pensent pas aux autres et qui vivent pour eux, quoi. Voilà, c'est ça. Le bien vivre ensemble, c'est ça l'écologie sur la Terre. Oui. Mais quant à prétendre que l'activité de l'homme va changer quelque chose au cycle de l'univers, je trouve que c'est d'une prétention pas possible, ou alors c'est une idée politique qui sert comme Greta et autres petites filles de cet ordre-là qui veulent profiter de la situation. Et quand Macron reçoit Greta ou parle de Greta, il cultive sa prochaine élection, c'est tout.
je pense qu'on mélange beaucoup, enfin, qu'on mélange pas, que les politiques se servent de cette écologie et surtout pour leur profit personnel. Ouais. Encore une fois, pourquoi n'entendons-nous pas sur les stations radio, à la télévision, les eurosceptiques savants, je parle des savants, pas les euros, excusez-moi, j'ai dit euros, des climato-sceptiques qui sont des savants et qui sont... c'est souvent les mêmes, Et voilà, et jamais ils n'ont la parole, jamais ils ne viennent expliquer, comme vient de le faire ce monsieur, il est très... Voilà, je suis étonné, parce qu'il écoute Sud Radio régulièrement, enfin pas régulièrement, tous les jours. Bravo, merci Michel. De ne pas entendre ce discours-là. De ne pas entendre plus souvent ce genre de discours. Si, il y a de temps en temps chez Christophe Bordet des intervenants. Souvenez-vous je me souviens plus de son nom, Aymeric Caron, qui avait quitté le plateau en disant qu'il ne voulait pas entendre de climato-sceptiques. Mais c'est vrai que vous le dites, vous ne croyez pas à la sincérité des politiques, et en tout cas d'Emmanuel Macron, visiblement, si on vous entend, sur l'écologie. C'est vrai qu'hier ont été annoncés des forfaits de 200 € par an pour inciter les fonctionnaires au vélo ou au covoiturage. Alors apparemment, ça existait déjà. Quelqu'un me disait ça. Arrêt des achats d'objets en plastique à usage unique, parking à vélo, bornes électriques, et le Conseil a également annoncé la création d'une aire protégée, donc du Mont Blanc. Oui, mais tout ça est bel et bon, c'est très bien, c'est très utile. Moi, je suis tout à fait pour des grosses contredanses pour les gens qui se conduisent. Au Conseil municipal de Maisons-Laffitte, il n'y a plus de sous la pression et sous les recommandations d'une amie, nous avons maintenant des carafes avec de l'eau du château du maire, et il n'y a plus de l'eau minérale. Voilà. Non, mais l'infiniment petit, c'est bien, mais il faut aussi s'occuper du grand. Mais je le répète, le grand, c'est nucléaire, hydrogène. On rejoint le sujet tout à l'heure sur la violence, parce qu'il y a une grosse partie des gens, c'est le sondage de la Fondation Jean Jaurès, je ne sais pas si vous l'avez vu, un gros tiers des Français qui sont collapsologues, c'est-à-dire qui pensent qu'on va dans le mur. On va. Alors, si vous avez 15 ans et vous pensez, vos parents pensent que on va dans le mur, ça justifie d'être violent. Parce que vous répétez comme Greta Thunberg, mais attendez, faites quelque chose. Alors, on ne sait pas le quoi. Vous savez, la fin du monde. Tout à fait. Mais là, on est passé dans le côté irrationnel. Hein. Oui, et c'est de la responsabilité du politique, justement, de ne pas encourager ça. D'être rationnel. Oui, mais attendez. On est d'accord. Arnaud, il y a une partie irrationnelle. Je pense que le changement de millénaire, on subit à notre façon un peu une phobie, une peur collective, d'accord. Mais il y a des données objectives et le politique doit anticiper ce réchauffement qui est une réalité et qu'on commence à voir. Et ces transformations climatiques qui sont une réalité. Mais quelle est la sincérité du politique? C'est la question de base. Le problème du politique, c'est que si vous voulez, il est à 5 ans maximum, quoi. Allez, à 6 ans pour certains mandats. Mais il n'y a rien à faire en 6 ans. Ben non. Voilà. Et donc l'horizon... Pardon, des grands travaux d'infrastructure, ça ne se limite pas à 5 ans. Hein. Non, mais vous comprenez bien qu'il n'enverrait pas les effets, il ne déclenche pas les choses. Ah oui, mais ça c'est sûr. Le fait que les mandats soient si courts et soient soumis à un contrôle démocratique tous les 5 ans ou 6 ans. Donc il faudrait une dictature. Ça que vous êtes non, c'est pas une dictature. Je dis pas qu'il faudrait une dictature, mais je dis que la Chine, les maires veulent rempiler. Je dis qu'il y a une vraie difficulté entre le temps de la transformation dont on a besoin et le temps de l'action politique. Non, la difficulté, c'est qu'il n'y a de politique qu'à long terme. Mais ça, c'est le plus difficile. Et c'est qu'on est irrationnel. Si le mandat présidentiel, c'est une catastrophe. Regardez, le Japon a annoncé 22 centrales à charbon. Donc le Japon, par peur du nucléaire, met des centrales à charbon pour le CO2, c'est dramatique. Les Allemands l'ont fait. C'est dramatique, et les Allemands le font. Allez, on marque une pause, on aura Karine qui veut réagir sur le sujet. 0826 300 300, on vous attend sur Sud Radio, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On a Karine en ligne qui souhaitait réagir sur l'écologie et l'investissement du président de la République. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Merci de me prendre à l'antenne. Juste pour vous dire que je ne suis pas une résidente de Chamonix, je suis en Ile-de-France, mais là, il se trouve que je suis à Chamonix. C'est une vallée que je connais très bien parce que ça fait plus de 25 ans que j'y viens et je pratique la montagne et la haute montagne depuis pas mal de temps. Et juste pour vous dire que depuis, hier, il y a évidemment un balai d'hélicoptères, un déballage, médiatique. Oui. Et puis je veux dire, évidemment, toute la gendarmerie est mobilisée à regarder les coins et recoins de chaque talus pour voir si jamais on ne voulait pas porter atteinte à Monsieur Macron, et que je suis vraiment, moi évidemment je ne suis pas du tout une adepte de Monsieur Macron,
Mais je dois dire que c'est à l'image, si vous voulez, de sa théâtralité habituelle, de sa communication. Franchement, je pense qu'on n'a pas attendu M. Macron pour constater que la mer de glace recule, que le glacier des Bossons rétrécit d'année en année. D'une part, je veux dire, c'est aussi à l'image de cette expression qu'il avait utilisée de premier de cordée. Je crois que M. Macron ne connaît absolument rien à la montagne. La définition d'un premier de cordée, c'est quelqu'un qui ouvre les voies et qui justement amène au sommet le deuxième de cordée, voire le troisième de cordée. Pour l'instant, moi, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui nous amène vers la crevasse, qui attend que le deuxième et le troisième de cordée nous sortent de cette crevasse. Et je trouve ça absolument pathétique. Par ailleurs, je veux dire, je pense que l'écologie, c'est plutôt, si vous voulez, déjà un comportement de responsabilité individuelle. Donc, encore une fois, je serais curieuse de connaître le coût financier, le coût CO2 de son déplacement aujourd'hui dans la vallée de Chamonix. À l'image également de M. Édouard Philippe, par exemple, qui va se faire élire maire au Havre et qui va faire des allers-retours chaque week-end en train, en voiture, en hélico, on ne sait pas très bien, de son déplacement de Nouvelle-Calédonie. Enfin, si vous voulez, encore une fois, il faut être cohérent et tout cela, je veux dire, à l'exemple de M. Macron, manque totalement de cohérence. Je voudrais juste renvoyer éventuellement les personnes à la lecture de cet article dans Causeur. Je me permets de faire un peu de pub pour parce que cet excellent magazine, cet excellent magazine et la qualité de ces articles. Un article qui avait été écrit par Bérénice Levé sur M. Macron et sur justement sa totale, si vous voulez, incohérence entre ce qu'il est et ce que évoquaient certains de vos intervenants, c'est-à-dire un symbole de justement de libéralisme, de mondialisme, et le fait qu'il veut faire une écologie qui est en totale contradiction avec ça. Mais pour tout, je veux dire, pour tout, il est vraiment, je veux dire, le symbole d'une technocratie, d'une certaine élite. Et pourtant, moi, je suis de droite, je le dis très clairement. Mais vraiment, je veux dire, il est en totale finalement opposition avec la réalité et il n'arrive pas à réconcilier ce qu'il est lui. Et la réalité. Voilà. D'accord. Donc, merci de cette intervention, Karine. Effectivement, le spectacle à Chamonix devait être assez intéressant de voir le ballet d'hélicoptères. La pollution de l'air à Chamonix est due à pas mal, je dirais, de chaudières de la vallée. Plus encore qu'à tous des problèmes, je dirais, globaux. Et puis les camions qui passent par le tunnel. Ouais. Mais ce que dit cette personne, pour moi, ça illustre, je dirais, la colère qui existe maintenant dans le pays à l'égard du président de la République. Ouais. Parce que je l'entends de manière quotidienne. Et notamment, qui est une colère différente de celle qu'il pouvait y avoir face à Hollande ou Sarkozy. Très forte. Elle est très très forte. Elle est ad hominem, malheureusement. Ouais. Elle est ad hominem. C'est vrai que Sarkozy n'a pas eu les copains, ça c'est clair. Ouais. Et notre ami Hollande encore davantage. Mais là, visiblement, il y a une colère qui s'est enquistée dans le pays à l'égard du président de la République qui, moi, me permet de dire parfois, peut-être de manière un peu exagérée aujourd'hui, que je ne suis même pas certain qu'il arrive à se présenter. En tout cas, c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de référendum sur la réforme des retraites. Non. Ah, ça c'est certain, oui. Oui. Arnaud, moi, je ne suis pas sûr qu'il cristallise plus de colère sur lui de son fait. C'est-à-dire que je pense que la colère se porte sur la fonction de président de la République. Non, je crois que c'est sa personne. Écoutez, on est sur des... Laissez-moi terminer. Le ministre était à ce point inexistant. Oui, mais laissez-moi terminer. On a eu un Sarkozy qui a été très détesté, qui n'avait rien à voir avec Macron. On a eu un Hollande qui a été extrêmement détesté, qui avait une personnalité complètement à l'inverse de Macron. Et là, on a une haine à nouveau très forte sur un Macron. Donc on est sur trois profils de personnalités qui ont une gestion du pouvoir, qui sont des personnes très différentes. Et la colère ne descend pas, elle monte à chaque fois. J'ai peur que le prochain, quel qu'il soit, et quelle soit sa personnalité, on lui trouve le défaut qui justifie que la colère continue à monter. La colère monte dans le pays et ils sont pas exempts de quoi que ce soit. Ils ont leur part de responsabilité, les présidents. Mais si vous voulez, je pense qu'elle monte quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Voilà. Et qu'elle est plus systémique. C'est le réchauffement. Je pense qu'il y a un truc avec. Il y a un problème avec le système. À l'égard de Hollande. Le système est à bout. Je ne veux pas faire l'anti-cinquième, mais il y a un problème aujourd'hui entre ce rapport. À l'égard de Hollande, on se moquait de Hollande. Et il y avait une sorte, je dirais. Bon, oui, c'est Hollande, on sait très bien. Non, il y avait une détestation. Non, il n'y avait pas la détestation. Il n'y avait pas la même détestation. Je ne suis pas d'accord. Et à l'égal de Sarkozy. Arnaud précise à gauche. Moi, je suis à gauche. Il y avait une détestation totale parce que la trahison était absolue jusqu'à la déchéance de nationalité qui est proposée par Hollande. Ne sous-estimez
ne sous-estimez pas ça, vraiment. Il y avait une vraie détestation très forte, très ancrée. Pourtant, la déchéance de nationalité, elle est dans notre droit, cher ami. Alors, il nous reste peu de temps. Est-ce que vous êtes de gauche, Jacques Miard? Dites-nous. On n'a pas le temps de l'aborder. Ce sondage Elab, je vous conseille d'aller regarder. Aucune personnalité politique française ne convient actuellement à 72% des personnes interviewées. Sauf les maires, effectivement. François Monbois, sur ça, oui, sur cette... C'est énorme, la détestation. Et je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Tous les présidents ont l'air d'être détestés pour des raisons totalement différentes, encore une fois. Mais le sentiment, après, c'est du ressenti, c'est que Nicolas Sarkozy avait des gens qui l'adoraient, d'autres qui le détestaient. Il y avait là aujourd'hui, Emmanuel Macron, il n'y a pas beaucoup de gens qui le défendent. Même moi, l'autre jour, j'ai cité un candidat au municipal en disant Hollande, La République en marche, et c'est comme si je l'avais. Mais Hollande, à la fin du mandat, il n'y avait plus un socialiste dans les débats qui venait pour le défendre. Mais il n'y avait pas de haine, il y avait du mépris. Pour vous. Non. Non, il y avait une haine à gauche. Il y avait une haine à gauche, effectivement, à cause de ce sentiment de trahison. Mais est-ce que pour le reste, effectivement, ce que dit Arnaud, pour un sentiment d'incompétence crasse. À droite, c'était le mépris, et à gauche, c'était vraiment une colère. Il ne faut pas mésestimer les raisons systémiques. Effectivement, on est dans un pays dont les institutions démocratiques minorent une fraction beaucoup trop importante du pays pour que ça se passe bien. Ça ne peut pas se passer bien avec, on l'a dit, le quinquennat, et puis surtout avec l'inversion du calendrier, le fait d'avoir mis les législatives dans la foulée de la présidentielle, de faire de la majorité une espèce de bras du président de la République, en tout cas de l'assujettir au président, apporter un coup, à mon avis, fatal. Moi, j'ai été élu dans la foulée de Sarko, c'est pas pour autant que j'ai toujours dit oui à Sarko. Vous n'étiez pas un amateur, Jacques. Non, j'étais pas un amateur. Je suis monté à plusieurs reprises à la tribune et de dire exactement le contraire que ce que voulait mon gouvernement, que je soutenais par ailleurs. Donc il y a des moments, c'est une question de force des députés. Notez bien que le modèle que vous représentez est assez peu présent dans la majorité d'En Marche aujourd'hui. Moi, je le prends comme un compliment. Prenez-le comme un compliment. Merci à tous les quatre. On n'aura pas eu le temps de trop commenter ce sondage, mais c'est vrai que 80% des Français ne veulent pas d'un duel Macron-Le Pen. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Et voilà, une nouvelle personnalité peut-elle émerger en 2 ans? Vous avez 30 secondes. Oui. C'est clair. La nature a horreur du vide. Macron l'a fait très vite. La nature a horreur du vide et n'ayez crainte, elle saura trouver quelqu'un. Eh bien, nous verrons cela. Merci à vous. Dans un instant, vous retrouverez André Berkoff. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio.